Et donc cette semaine débute sur une inquiétude nouvelle liée aux événements dramatiques que vous avez suivis évidemment sur LCI depuis vendredi soir à Moscou. 137 morts dans une attaque revendiquée par un groupuscule islamiste, État islamique Khorasan. La menace islamiste massive qui semblait s'être éloignée de la France, tellement frappée en 2015, va-t-elle ressurgir? Le cauchemar peut-il revenir? La France va-t-elle à nouveau être exposée? Il faut se poser des questions. Cette question, Emmanuel Macron a présidé hier soir un conseil de défense sur cette menace. Et écoutez, et plutôt regardez le communiqué de Matignon qui a été publié dans la foulée. Compte tenu de la revendication de l'attentat par l'État islamique et des menaces qui pèsent sur notre pays, nous avons décidé de rehausser la posture Vigipirate à son niveau le plus élevé. Urgence attentat. La revendication de l'État de Moscou provient de l'État islamique au Khorasan. Or, cette organisation menace la France. Elle a été impliquée dans plusieurs projets d'attentats récents déjoués dans plusieurs pays d'Europe, dont l'Allemagne et la France. La revendication de Moscou, cette organisation menace la France. Cette organisation menace la France, c'est une phrase à l'affirmative sur laquelle on va s'arrêter. Mais d'abord avec vous, Benjamin Cruard. Quel est exactement, en quoi consiste exactement ce niveau Vigipirate qui a été rehaussé au niveau maximum? Quand on dit maximum, c'est sur une échelle de 3 niveaux qui ont remplacé, sous le mandat de François Hollande, je ne sais pas si vous vous rappelez, les niveaux de couleur du blanc à l'écarlate. Et donc, hier encore, nous étions au niveau intermédiaire, sécurité renforcée, risque attentat. Nous sommes passés à cette urgence attentat, qui veut dire concrètement que c'est un renforcement de la sécurité un peu partout dans le pays. La possibilité de mobiliser des forces supplémentaires, et notamment des soldats de l'opération Sentinelle. La possibilité de mettre en place des fouilles des sacs à l'entrée des établissements scolaires et de refuser l'accès à ceux qui ne s'y plient pas. Contrôler les accès des bâtiments publics de manière renforcée ou encore surveiller, là encore de manière renforcée, des lieux de culte. C'est un dispositif, un ensemble de mesures qu'on a déjà mis en place depuis donc, cette mise en place. La première fois, c'était en décembre 2018, après l'attentat islamiste contre le marché de Strasbourg. On l'avait mise en place également en novembre 2020, souvenez-vous, après l'attentat islamiste contre la basilique de Nice. Et la dernière fois qu'on l'a mise en place, c'était il n'y a pas si longtemps, 13 octobre 2023, l'attentat d'Arras. Cela avait permis de mettre devant les établissements scolaires 1000 forces de sécurité supplémentaires. Notez que c'est un dispositif qui, par définition, se veut temporaire. Il avait été activé le 13 octobre 2023. Il a été abaissé de manière un peu discrète le 15 janvier 2024. Je termine en disant que généralement, c'est un dispositif, quand vous prenez la définition, qui se met en place à la suite immédiate d'un attentat sur notre sol. Là, c'est assez rare pour le signaler. C'est à la suite d'un attentat sur le sol d'un pays étranger. Merci beaucoup, Benjamin Cruard. Merci beaucoup. On comprend avec vous donc que l'état d'alerte est maximum en France. Quelle est la menace sur notre pays? Quelle est la menace tout court? On voit bien que depuis vendredi soir, l'insécurité intérieure, l'insécurité internationale a monté d'un cran. On va en parler avec vous, Amiral Vichot, ancien chef d'une mission militaire française auprès de l'OTAN, ingénieur en génie atomique. Bonjour à vous, Gallagher Fenwick. Bonjour, Elisa. Soyez le bienvenu, journaliste spécialiste des questions internationales pour LCI et le temps de l'info LCI, sur lequel vous avez suivi pendant tout le week-end, depuis vendredi soir, ce qu'il s'est passé à Moscou et ce que cela risque d'entraîner. Jusqu'où peut aller Poutine dans sa vengeance? Ça aussi, c'est une question qu'on vous posera, Thierry Volton, journaliste spécialiste des questions internationales du monde communiste et post-communiste. Le retour des temps barbares, aux éditions Grasset. C'est votre livre, c'est la réalité, pardon, aussi. Bien sûr. Bonjour à vous, Manon Loiseau, grand reporter. Bonjour. Vous connaissez bien la Russie, vous y avez été correspondante, vous connaissez la Tchétchénie, vous connaissez l'Ukraine. Et nous sommes en ligne avec Éric Delbecq. Éric Delbecq, vous êtes consultant en sécurité intérieure pour LCI, auteur notamment de Les Silencieux. Ne nous trompons pas, les salafistes menacent la République. Il y a une menace sur la France, a fait savoir Gabriel Attal hier. Est-ce que, selon vos connaissances, l'État islamique Khorasan, qui a revendiqué l'attaque à Moscou vendredi, est-ce qu'il y a eu des indices de la présence de ce groupe, de ce groupuscule en France ?
Alors, la question n'est pas tant que la présence de ces groupuscules en France, c'est leur capacité à mobiliser des éléments sur notre territoire. C'est-à-dire, est-ce qu'ils peuvent trouver éventuellement une main-d'œuvre locale qui sera en capacité d'être à la manœuvre pour la commission de l'acte. Après, il est très très compliqué de savoir si ces gens peuvent, comme on aime à le dire, projeter des éléments, projeter des commandos. Mais encore une fois, rappelons-nous que la capacité à trouver des éléments sur place, c'est grande. En revanche, bien sûr, on a pris l'habitude, une mauvaise habitude, ces derniers temps et ces dernières années, de penser que parce qu'on avait affaire à ce qu'on appelle assez horriblement des attentats low cost, hein, c'est-à-dire avec un couteau, un marteau, une autre forme de terrorisme islamiste n'était plus possible. Ce n'est pas le cas, déjà parce que nos services ont travaillé justement à déjouer des attentats qui pouvaient être des attentats organisés de façon plus lourde que ceux que l'on connaît, et deuxièmement parce que les modes opératoires peuvent effectivement changer. Donc est-ce que la France connaît un risque plus élevé? En quelque sorte, oui, mais ce risque, encore une fois, j'y insiste, n'a jamais été nul. C'est bien pour ça qu'aujourd'hui, ces indices sont inquiétants et nous permettent de penser que ça peut effectivement se potentialiser à tout moment, sachant que de surcroît, nous avons des échéances qui n'ont échappé à personne, qui s'appellent les Jeux Olympiques, qui peuvent effectivement rendre notre pays une cible encore plus attractive. Exactement. On va reprendre quelques éléments de ce que vous nous avez dit. Je repose la question. 43 attentats islamistes déjoués depuis 2017. Est-ce qu'il y en a qui peuvent être imputables à ce groupe islamiste? Par définition, si les services compétents n'ont pas communiqué dessus, c'est qu'ils ne souhaitaient pas le faire. Et on a très peu d'éléments sur les attentats islamistes qui ont été déjoués. On peut présupposer qu'il y avait des éléments de ce groupuscule qui ont été identifiés par nos services. Vous nous parlez d'attaques, ce qu'on appelle des attaques projetées, Éric Delbecq, c'est-à-dire des attentats qui sont conçus, fomentés dans le pays où est implanté ce groupuscule et ensuite réalisés par des agents, par exemple, en France. Regardez ce que dit Christine Abizaïd. Elle est directrice du Centre national de lutte contre le terrorisme. Jusqu'à présent, l'EI Khorasan s'est appuyé sur des agents inexpérimentés en Europe pour tenter de lancer des attaques en son nom. Est-ce que vous souscrivez? C'est bien pour ça. Ce que je disais tout à l'heure était précisément ça. C'est-à-dire qu'on a un petit sujet avec ce terme d'attaque projetée. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Est-ce que projeté, ça veut dire que ce sont des éléments identifiés comme appartenant véritablement à ce groupe qui viennent dans notre pays, donc ici projettent pour commettre l'attentat, ou est-ce que ces groupes recrutent sur place? Même à l'époque, j'allais dire, de la plus grande activité et activisme de Daesh, je répète, parce que nous avons des grands débats au sein des gens qui travaillent sur ces questions, Daesh n'a jamais, au sens propre, projeté intégralement des équipes, puisqu'il nous renvoyait, si je puis dire, des gens qui étaient nés en France, en Belgique, et qui avaient vraiment, encore une fois, terme atroce, une véritable intelligence collective et une préparation entre des éléments, effectivement, en Syrie de Daesh, et des gens qui faisaient des allers-retours sur notre territoire, voire des complicités sur place. C'est un maelstrom, c'est un complexe, la commission de ces attentats, qu'on ne peut pas simplifier en disant est-ce qu'ils sont totalement réalisés de façon domestique ou est-ce qu'ils sont projetés. C'est pour ça que ce mot de projeter, pour moi, est toujours un petit peu piégeux. Les organisations qui vont effectivement pouvoir avoir des idées, des intérêts, des intentions d'agir dans un certain nombre de pays peuvent tout à fait le faire, et la plupart du temps le font, avec des éléments qui vont recruter sur place et des complicités sur place. Sur les forces propres à l'EI Khorasan, regardez ce que dit Nicolas Lerner, qui est le patron de la DGSE, ce matin chez nos confrères de Libération. Sur le théâtre afghan, le nombre de combattants de l'EI a presque décuplé depuis 2 ans. Le phénomène auquel on assiste depuis 1 an est au moins un risque de projection de la menace qu'une activation à distance de sympathisants depuis une zone du djihad. Voilà, ce sont les éléments, les hypothèses sur lesquelles on peut s'appuyer évidemment pour documenter la menace islamiste. Amiral Vichot. Non, juste un rappel, c'est ce groupe-là, manifestement, qui est intervenu lors de l'évacuation de Kaboul en Afghanistan,
lorsqu'il y a eu cet attentat à la bombe, au moment même de l'évacuation, souvenez-vous, il y avait eu l'évacuation en panique, si je puis dire, des Américains. Exactement, et il y avait eu un attaque qui avait fait beaucoup de morts, et c'est ce groupe-là qui avait revendiqué cette attaque pour perturber l'évacuation des Américains. Donc, ils n'en sont pas à leur premier coup, hein, ce sont manifestement des gens qui ont l'habitude et la pratique de ce genre d'attaque. On comprend que le gouvernement prenne des précautions. Les Jeux Olympiques, on pense évidemment, Gallagher, aux Jeux Olympiques. Eric Delbecq en parlait, parce qu'il y a là un événement d'une telle dimension qu'il peut exciter, si je puis dire, toutes les convoitises des terroristes les plus aguerris, ou d'ailleurs peu aguerris. Non, bien sûr. Ce qui est difficile, je pense, en tous les cas dans notre imaginaire collectif, c'est qu'on est très obsédé en ce moment, et c'est bien normal, par le retour de la guerre interétatique à haute intensité. Donc, avant que ne survienne l'attentat de Moscou, on était très concentré sur les histoires de cyberattaques, d'ingérence, d'influence, de déstabilisation. Et on redécouvre qu'il faut qu'on développe, entretienne notre capacité à faire coexister de manière concomitante dans le champ de nos angoisses collectives, à la fois cette menace russe, la menace portée par l'État russe, la menace hybride, et la menace terroriste. Et ça, c'est extrêmement compliqué d'être capable d'affronter deux menaces de nature radicalement différentes, et d'avoir justement des dispositifs suffisamment musclés pour faire face à ces menaces de nature radicalement différente, et qui nécessitent du personnel, qui nécessitent du matériel, qui nécessitent de la surveillance, qui nécessitent de l'intervention. Donc oui, les Jeux Olympiques vont être un moment où ces forces qu'on voit à l'antenne, à la fois les forces visibles, donc le dispositif Sentinelle, mais d'autres, vont être très, très sollicités. Moi, si vous voulez, pour moi, et j'en terminerai par là, le fait que le gouvernement prenne cette mesure, c'est pas un signal qui l'acte cela. C'est-à-dire qu'il ne faut pas s'imaginer que la menace OEI, Organisation État islamique, avait disparu. Je rappelle Samuel Paty, je rappelle Dominique Bernard, je rappelle l'attentat quai de Grenelle à quelques centaines de mètres d'ici. À chaque fois, une revendication, etc. Elle est présente. En revanche, c'est un signal, justement, envoyé à la population, qui est de lui dire, cette menace n'a jamais disparu, elle reste présente. Mais c'est vrai qu'elle semblait s'être quand même assagie, à calmer. Pas du tout. Parce que les images qu'on a vues de Moscou, Gallagher, ont convoqué les réminiscences, les souvenirs de 2015. On avait l'impression de retrouver le même scénario de cauchemar qu'on a vécu à Paris. Mais depuis, il y a eu des attentats. Mais on va dire moins des attentats de masse, si vous me permettez cette hiérarchie, évidemment, qui peut être contestée, mais qui est quand même réelle. Eric Delbecq, c'est vrai qu'on a tous pensé l'analogie 2015, et on se demande, est-ce que ça peut recommencer ? Oui, mais bien sûr. Je suis parfaitement d'accord avec Gallagher, c'est-à-dire que cette menace, elle a toujours été présente. Encore une fois, je reviens sur cette question des attentats déjoués. Ce que nous avons connu avec des attentats qu'effectivement, vous dites être moins impressionnants et moins mortels, ce qui était factuel, ne veut pas dire que cette menace n'a pas cherché à se concrétiser de la même manière que celle du Bataclan ou approchante depuis plusieurs années. Encore une fois, pour être dans cet univers-là et constater ce que les organisations peuvent connaître comme menace, je peux vous certifier, et nous sommes plusieurs à pouvoir le faire, que cette menace n'a jamais baissé en intention. La question, c'est avons-nous collectivement offert ces possibilités de réalisation maximale? Bien évidemment et heureusement non, puisque nous avons des services qui y travaillent activement, mais la menace n'a jamais baissé en intensité, et je voudrais quand même rappeler que nous voyons bien à quel point le climat est extrêmement inflammable, à quel point, à la moindre polémique, vous voyez être des gens menacés de mort, y compris des journalistes. Je vous rappelle encore récemment la dessinatrice Coco qui a été menacée suite à un de ses dessins. Je rappelle que Coco était membre de la rédaction de Charlie Hebdo pendant l'attentat. On a vu ce qui est arrivé à Samuel Paty, effectivement, et à Dominique Bernard. Tout ça, c'est simplement une différence entre une malveillance qui cherche à s'exprimer et une malveillance qui s'actualise, qui se réalise. Donc le risque a toujours été important, et bien évidemment, le gouvernement en a tiré une conséquence qui, du point de vue
de la lutte antiterroriste paraît totalement normal. Et effectivement, aujourd'hui, la question sur les modes opératoires, c'est peut-on voir réapparaître des opérations d'une telle nature, d'une telle lourdeur, avec un commando, avec des armes automatiques, et dans ce cas-là, comment anticiper ces questions-là au mieux? Mais tout ça sont des questions, encore une fois, opérationnelles, tactiques, mais la menace, elle n'a pas varié. L'État islamique au Khorasan, c'est la branche qui semble aujourd'hui la plus menaçante, peut-être la plus à même à effectivement organiser des attentats. Jade Partouche, vous avez regardé très attentivement de quoi et de qui on parle, puisqu'on est très nombreux à découvrir cette branche-là de l'islamisme mondial. Effectivement, c'est l'IFRI qui en parle le mieux, l'Institut français des relations internationales, qui décrit l'État islamique Khorasan comme le groupe le plus sanguinaire d'Afghanistan depuis leur création. Alors, ils ont été créés il y a 9 ans, donc en janvier 2015, par des émissaires de l'État islamique venus d'Irak et de Syrie pour former un nouveau groupe et adopter, je cite les experts, une version plus violente de l'islam. Khorasan, ça signifie en persan « là d'où vient le soleil ». C'est le nom médiéval en fait donné à l'Afghanistan qui englobait à l'époque, vous allez le voir sur cette carte, une partie de l'Iran, du Turkménistan, de l'Ouzbékistan et du Tadjikistan. Cette filiale va jouer pendant longtemps un rôle mineur jusqu'à ce que 3 facteurs lui permettent de véritablement se développer. D'abord, la mauvaise gouvernance du régime afghan qui laisse en fait une place à toutes les factions qui vont prétendre rétablir une sorte d'ordre dans le pays. Le régime des talibans qui peine de toute évidence à sécuriser le pays, et surtout le vide laissé par les États-Unis à leur retrait en août 2021. Mais leur place en Afghanistan n'est pas véritablement ce qui détermine ce groupe. L'État islamique se distingue, l'État islamique Khorasan, se distingue par leur vision à l'international. L'EIK s'est imposé comme la branche de l'État islamique la plus tournée vers l'international. Cette partie est intéressante. Il a produit de la propagande dans plus de langues que n'importe quelle autre filiale depuis l'apogée de l'État islamique en Irak et en Syrie. Alors compliqué de savoir combien ils sont précisément. L'ONU parle de 1500 à 1200 terroristes en Afghanistan. Et même si depuis le retrait des Américains, les informations, les renseignements sur ce groupe sont assez maigres, ils restent malgré tout dans le viseur des autorités occidentales, notamment depuis cet attentat. Vous allez voir les images commis contre l'aéroport international de Kaboul en août 2021. 170 civils avaient perdu la vie et 13 soldats américains. Je le précise parce que c'est l'un des attentats les plus meurtriers signés par l'État islamique à l'encontre d'agents américains. Le groupe le plus sanguinaire d'Afghanistan, c'est ce que dit l'IFRI. Qu'est-ce que ça veut dire, Gallagher ? Ça veut dire que c'est un groupe sans foi ni loi, on le savait, mais ça a été très bien expliqué par Jade à l'instant, qui est, si vous voulez, qui a trouvé un ancrage régional suite à la dissolution du califat qui était dominé par Abou Bakr el-Baghdadi. Et donc, il a, si vous voulez, une présence où il profite de ses États faibles. Il faut savoir qu'il lutte contre les talibans en Afghanistan, il profite de la porosité de la frontière afghano-pakistanaise. Et je pense que ce qu'il faut aussi comprendre, et c'est parfois compliqué pour nous, c'est que nous avons parfois des ennemis en commun avec nos ennemis. Et donc, pour l'État islamique, il n'y a pas de différence du point de vue de ce qu'ils estiment être l'apostasie entre des chiites, des musulmans sunnites qui ne prêtent pas allégeance, des chrétiens, des zoroastriens, tout ce que vous voulez. Donc, ils ciblent l'Iran. Rappelez-vous, près de 100 morts en janvier de cette année, près du lieu de pèlerinage, là où est enterré le général Qassem Soleimani. Ils ciblent la Russie, ils nous ciblent, nous. Et puis, il y a évidemment beaucoup d'attaques qui sont menées dans cette zone-là, que ce soit Afghanistan, Jade en a parlé, en Iran ou ailleurs. Vous avez déjà eu l'occasion d'aller dans cette région. Alors, Khorasan, c'est une région, hein. C'est pas un pays, c'est pas une appellation. C'est l'ancienne appellation. C'est l'ancienne appellation, c'est ce que vous nous disiez. Une zone d'influence. Et une zone d'influence. On voit le Pakistan, l'Iran, l'Afghanistan n'est pas loin. C'est effectivement dans cette partie-là du monde que prospèrent des terroristes de tout poil. Avec des pays comme l'Afghanistan, c'est une vieille histoire. Oui.
en termes d'histoire, c'est pas vieilli parce que c'est 30 ans, mais tout ça, ça a commencé, n'oublions pas, en 79, grosso modo, avec l'invasion russe de l'Afghanistan, n'est-ce pas? Et à ce moment-là, les Moudjahidines sont arrivés pour combattre et armés par les Américains, avec Ben Laden à la tête, et donc c'est ça qui va proliférer finalement, en fin de compte, dans le reste du monde, avec évidemment une guerre civile en plus entre les musulmans chiites et sunnites qui va déborder et qui fait qu'aujourd'hui, en vérité, ils sont alliés contre un ennemi objectif, c'est-à-dire les Occidentaux et tout ce qui représente la civilisation de façon générale d'ailleurs. Amiral, vous vouliez ajouter un mot sur la carte? Oui, sur la carte, ça rappelle aussi, j'allais dire, on va citer Kipling avec Le Toit du Monde. On est à ces endroits-là où effectivement vous avez des conflits de civilisation pratiquement depuis que la civilisation existe. Et donc une facilité considérable à tous ces groupes-là pour se développer et pour profiter des voies de communication qui les empruntent. Donc les gens peuvent rayonner dans tous les pays voisinants et Dieu sait aujourd'hui si l'ensemble de ces pays est frappé par la guerre ou par le terrorisme. En réponse, pour être plus précis à votre question, qu'est-ce que ça veut dire? C'est le groupe le plus sanguinaire. Il faut comprendre qu'il y a une compétition entre ces organisations terroristes, Al-Qaïda et même les différentes filiales de l'OEI et les islamistes sur place. Et donc être le plus sanguinaire, commettre les attentats les plus spectaculaires et être les plus performants en matière de communication. Et d'ailleurs, je pense qu'il y a une conversation très intéressante à avoir entre l'affrontement en ce moment, entre la revendication organisation État islamique et le contre-récit proposé par le pouvoir russe, qui est un récit conspirationniste, avec cette lutte absolument finalement très contemporaine entre la conspiration et le terrorisme. Je pense que ça n'est jamais arrivé jusqu'ici que l'OEI revendique et qu'un État dise non, c'est pas vrai, c'est pas eux, c'est un pays voisin ou quelque chose. Mais voilà, qu'est-ce que ça veut dire être le plus sanguinaire? Ça veut dire tuer le plus de monde possible et de la manière la plus horrible possible et rendre cela le plus spectaculaire et le plus visible possible. D'où la menace sur les Jeux Olympiques, excusez-moi, comme caisse de résonance. C'est ça qui est important, c'est le problème de la caisse de résonance qui s'impose. Et donc évidemment, je comprends que l'inquiétude des autorités françaises par rapport à cet événement mondial. Manon. D'ailleurs, ils ont dû, pour compléter ce que disait Galère, ils ont dû reprendre 3 fois. L'OI a dû dire, c'est bien nous qui avons fait ça, parce que les autorités russes disent, non, c'est la piste ukrainienne. Alors ça, on va y revenir largement, parce que c'est très intéressant. Ce que je voulais ajouter, c'est qu'effectivement, dans ces pays, il y a l'Afghanistan et le Pakistan, mais il y a aussi les pays d'Asie centrale, l'Ouzbékistan, le Turkménistan, le Tadjikistan, et il y a beaucoup de Tadjiks, d'Ouzbeks en Russie, et donc les 4 présumés terroristes seraient tous du Tadjikistan. Et c'est vrai que les profils, apparemment, de 2 d'entre eux en tout cas, c'est qu'ils vivaient en Russie. L'un travaillait dans une usine, l'autre chez un barbier. Donc c'est vrai que là, les Russes redécouvrent aussi, comme nous, ça nous rappelle le Bataclan. Mais c'est vrai que les Russes, eux, ont vécu pendant près de 20 ans, en 2002, en 2003, avec des attentats. Ils redécouvrent aussi ce terrorisme. Oui, et on y reviendra. Parce que, évidemment, c'est extrêmement intéressant d'essayer de comprendre ce que Poutine va en faire. Pourquoi il est dans ce déni de façade, peut-être. Mais avant cela, une dernière question à vous, Éric Delbecq, puisqu'on parlait de la menace intérieure. Regardez ce coup de téléphone qui avait eu lieu entre les Allemands, les Néerlandais, les Belges, lorsqu'en juillet 2023 avait été déjoué un attentat imputable à cette organisation islamique Khorasan, justement. Est-ce que la France prend des précautions énormes? Elle est une menace, elle l'est depuis longtemps et elle a les Jeux Olympiques. D'autres pays européens aussi? Parce que nous avons un événement qui va attirer l'attention planétaire pendant quelques semaines, que ça veut dire que cette menace n'existe pas pour les autres. De façon générale, l'Europe est une cible, la France pourrait l'être plus particulièrement dans les mois qui viennent, mais effectivement, le risque est tout à fait européen. Merci beaucoup Éric Delbecq d'avoir été avec nous dans le temps de l'info.